Bonsoir, vous êtes sur RAL24 News. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Madame, monsieur, c'est évidemment avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Ce soir, avec mes invités, on vous propose un zoom sur cette nouvelle mode des grandes puissances, l'organisation de sommets avec pour thème l'Afrique. Tout le monde veut son sommet, les USA, la France, le Royaume-Uni, le Japon ou encore la Chine et l'Inde. Évidemment, nous essaierons tout au long de ces 26 minutes de comprendre pourquoi cette nouvelle ruée vers l'Afrique, mais aussi les enjeux qui entourent cet intérêt. Sans plus attendre, je vous présente mes invités. Ce soir, je serai accompagné de Niobi Baudouin, directeur de l'agence de presse panafricaine. Bonsoir Niobi, il nous rejoint depuis Douala au Cameroun. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de RAL24. Bonsoir à l'Afrique qui nous écoute à travers votre émission, qui se veut une émission d'éclairage et surtout de plein d'informations. Merci Niobi. Je serai aussi accompagné par Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel, merci de nous rejoindre sur RAL24 News pour ce numéro de Cap sur l'Afrique. Bonsoir à vous et merci encore une fois pour l'invitation sur une émission intéressante. Je commence avec vous, Gamel, et ma première question. L'année 2022 est sans doute l'année des sommets avec pour thème l'Afrique. Mais pourquoi justement 2022 ? Alors 2022, c'est juste une accélération de l'histoire qui est consécutive à l'invasion russe en Ukraine, qui était déjà, au départ, l'Afrique était déjà pressentie comme un continent extrêmement important sur un plan politique, économique, sur un plan géopolitique évidemment, puisque c'est le continent central. Et surtout, l'Afrique est au carrefour de plusieurs autres continents, puisqu'il tutoie l'Europe, il est proche de l'Asie évidemment, et assez éloigné des États-Unis. Mais l'Afrique est devenue centrale dans la mesure où effectivement, ces dernières décennies, on observe une accélération du nombre de sommets. On pourra en reparler, ça a été initié en premier par la France le 13 novembre. On va revenir sur le point, voilà, justement, sur le premier sommet qui a été organisé, la France-Afrique. On va revenir sur ce point. Je rebondis avec Niobi. Quels sont les thèmes principaux de ces sommets, monsieur Niobi? Déjà, l'Afrique est devenue aujourd'hui le carrefour du monde. Aujourd'hui, nous sommes invités à tous les sommets, pas pour se balader, mais évidemment pour des opportunités. Les enjeux de ce sommet sont généralement divers. Elles vont d'économie, coopération internationale, elles vont également dans le sens des intérêts de certaines puissances. Vous me suivez bien? Oui, je vous entends très bien, monsieur Niobi, je vous entends très bien. Voilà, donc aujourd'hui, généralement, ces conférences sont des carrefours non seulement d'influence, mais également des dictats de certains chefs d'État pour pouvoir mieux la contrôler et contrôler également l'économie. Monsieur Gamel Abina, peut-on dire que ces sommets finalement, puisqu'on voit que toutes les puissances veulent avoir leur propre sommet, est-ce qu'on peut dire que ces sommets sont la preuve de la guerre d'influence déjà engagée pour l'Afrique? Tout à fait. Il faut savoir d'abord que ces sommets se font sur plusieurs volets, sur 3 volets essentiels. Le volet évidemment influence politique, donc on revient sur le schéma de la guerre froide, à savoir que l'Afrique devient un théâtre d'opération où chacun pousse ses pions, pousse son avantage, influence des pays. On se souvient de l'Afrique du Sud par rapport au communisme. On se souvient évidemment de la décolonisation qui s'est faite en rang dispersé entre la France et l'Angleterre. Mais surtout, il y a l'influence politique évidemment, donc la carte géopolitique mondiale. L'influence économique, ça va de soi, puisque l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre en matière de ressources minières, de terres rares, évidemment de gaz, de pétrole. Enfin, vraiment, ça regorge de ressources minières sous-exploitées. Et l'influence sécuritaire sur la question du terrorisme, évidemment, mais pas seulement, sur la question des influences entre la Russie, d'un côté, on voit bien au Mali, on voit bien ce qui se passe actuellement sur la région sahélienne et en Afrique centrale, et puis l'influence évidemment sécuritaire par rapport au terrorisme qu'on connaît depuis très longtemps, Boko Haram, Daesh et toutes les organisations qui sont liées aux ex-émanations du GIA, qui était le GSPC, puis après Acmé au Maghreb. Tout ça, c'est des différents éléments qui font que la plupart de ces grandes puissances
Elles ne sont pas nombreuses en vérité, mais c'est les pays les plus riches. Chine, évidemment, États-Unis en concurrence, Japon, Turquie, Inde, France. Tous ces pays-là se font une concurrence farouche. L'Angleterre arrive bientôt, se font une concurrence farouche parce que le gâteau africain, qui est un gâteau éminemment riche, qui est un gâteau éminemment important pour l'influence, pour le carrefour des civilisations, est un gâteau que tout le monde veut se répartir, comme c'était le cas de la conférence de Berlin à une autre époque, mais cette fois-ci entre des puissances concurrentes émergentes et les puissances concurrentes installées et néocolonialistes. Je vous pose la même question, Niobi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de guerre d'influence en Afrique par l'organisation de ces sommets? Oui, comme l'a dit monsieur Gamel Abdina. C'est exactement ça. Gamel Abdina, c'est exactement ça. Allô? Je crois qu'on a... Vous me suivez très bien? Ah, très bien. Je vous écoute. Vous me suivez? Voilà, je disais tantôt que c'est normal. Ces différents pays veulent montrer leur puissance et veulent tous venir montrer qu'ils ont une part belle dans les intérêts africains. Et aujourd'hui, la grande question qu'on devrait tous se poser, c'est est-ce que l'Afrique bénéficie vraiment de toutes ces rencontres qui sont organisées par ces puissances-là? Aujourd'hui, vous voyez que la Chine, qui a une dominance économique en Afrique aujourd'hui, est en train de trouver son bonheur de chemin en Afrique. Ses intérêts sont en train de s'accroître davantage. Peut-être c'est le réveil que la Chine a eu qui est en train de susciter aujourd'hui d'autres puissances qui veulent peut-être, eux, orienter leur influence ailleurs, peut-être sur le plan politique, militaire, sécuritaire. Mais je pense que tout ceci n'a pas aucun de ces puissances-là, si oui, à l'exception de la Chine, que l'Afrique a pu ressentir de manière directe les différents intérêts ou alors les retombées de ces différentes rencontres qui sont organisées par ces différentes puissances chaque année. Et l'année 2022 était justement le carrefour de ces différents sommets, que ce soit la France, à travers le Forum paix sur la paix, que ce soit aujourd'hui les États-Unis des années après. Vous savez que les États-Unis, ils avaient organisé un premier sommet. Ça, c'était dans les années 2014. Aujourd'hui, le retour de l'Afrique des États-Unis suscite beaucoup d'interrogations que nous allons pouvoir développer plus tard. On va parler du sommet USA-Afrique. Vous avez parlé de la Chine et je vais rebondir avec Gamel Abdina. La Russie et la Chine sont aujourd'hui des partenaires qui se présentent comme des partenaires de plus en plus sérieux pour les pays africains. Pourquoi ? Alors simplement parce que d'abord il y a une sorte de répartition des rôles entre la Chine et la Russie. La Chine assurant évidemment depuis 2000, puisque c'est là où elle a accéléré son processus de partenariat avec l'Afrique, on est passé de 10 milliards de dollars à 200 milliards aujourd'hui de dollars d'échange entre l'Afrique et la Chine assurant la partie infrastructurelle, investissement lourd d'ailleurs dans les usines, on voit bien par rapport à l'Éthiopie, et la Russie assurant plutôt la partie militaire, c'est-à-dire qu'ils sont là en coopérant militaire, on le voit au Mali, on le voit dans la plupart des pays africains qui commencent à faire appel à eux, en Centrafrique évidemment. Donc il y a une sorte de modus vivendi entre la Chine et la Russie, d'un côté le volet économique parce que les Chinois sont un géant économique, et de l'autre côté le volet sécuritaire qui est dévolu à la Russie. On comprend très bien que la nouvelle route de la soie fait partie de l'équation. Et simplement pour rappeler les choses, c'est que le seul pays asiatique qui avait fait un premier sommet, effectivement, c'était le Japon. En 93, le Japon l'a fait, il y a eu 7 éditions depuis, parce qu'ils avaient des besoins énergétiques importants. La Chine a fait son premier sommet en l'an 2000. Pourquoi ? Parce qu'elle commence à se déployer en Afrique et elle aussi a de grands besoins énergétiques carbonés. On parle pétrole et gaz, mais pas seulement. On parle des terres rares, on parle de tout un tas de minerais dont ils ont cruellement besoin, que ce soit la Chine ou le Japon, et donc ces deux pays se font concurrence sur le terrain africain depuis très longtemps, et les pays qui étaient très présents au départ, c'est la France, on le sait déjà, mais les États-Unis arrivent très tard avec Obama, quand il propose son AGOA. Donc il y a une véritable concurrence économique entre ces grandes puissances qui part au départ d'un principe simple, c'est pas le développement de l'Afrique qui les intéresse, mais c'est surtout de garantir leurs approvisionnements miniers, pétroliers et gaziers. Une dernière question pour cette première partie, si vous permettez, Gamel. Très brièvement, un quid sur les pays émergents qui s'intéressent à l'Afrique, comme l'Inde qui a organisé déjà son sommet. Quel est l'intérêt de l'Inde aujourd'hui de s'intéresser à l'Afrique ?
Alors, ce qui est amusant avec l'Inde, c'est qu'elle arrive un peu tard sur le sommet. Bon, l'Inde a pas forcément de grands besoins en matière minière, puisqu'ils ont pas mal de choses, mais ils ont des besoins pétroliers et gaziers, et surtout de vendre des produits manufacturés à l'Afrique. Parce que ces pays producteurs industriels ont besoin d'avoir un marché de 1,2 milliard d'habitants bientôt. Et l'Inde est en concurrence directe, c'est amusant en termes de calendrier, avec la Turquie qui a organisé elle-même son premier sommet en 2008 et qui est à sa 3e édition, tout comme l'Inde. Donc, c'est des pays qui sont très retardataires, comme les États-Unis. En revanche, ceux qui sont bien positionnés, évidemment, c'est la France depuis le début, c'est les États-Unis qui se sont positionnés sur le tard, comme on l'a dit, avec ce fameux AGOA, African Growth Opportunity Act, que Obama proposait à l'Afrique comme développement depuis 2014. On voit le résultat, c'est pas probant. Mais surtout, c'est des pays qui sont, d'un côté, ont besoin d'une position géopolitique d'asseoir leur puissance. Je parle du bloc occidental. Et de l'autre côté, des pays qui ont des besoins de ressources minières et d'influence effectivement politique, mais surtout qui disent, nous ne venons pas vous donner des leçons de démocratie. La différence, elle est notoire. C'est que quand les Français font le sommet de la Baule en 90, ils disent, nous vous aidons à condition que vous soyez démocrate. C'est Mitterrand qui a cette idée de génie. À l'arrivée, il s'est pas passé grand chose, on le sait aujourd'hui, et la France est en train d'être évincée par les autres puissances, soit ex-coloniales ou simplement impériales comme l'Amérique, et des puissances concurrentes, des puissances du Sud comme l'Inde, effectivement, la Chine, et il va de soi, la Russie. Merci Gamel. Nous entamons la deuxième partie de notre émission et pour la première question de la deuxième partie, je m'adresse à Niobi. Niobi, d'habitude, c'est l'apanage de la France d'organiser ce genre d'événements. On l'a vu avec le sommet France-Afrique qui a durant très longtemps été considéré par la plupart des panafricanistes et des militants africains comme étant le relais ou le porte-voix du néocolonialisme. Avec ces nouveaux sommets, sommes-nous dans le même schéma, Niobi ? Non, je ne pourrais pas dire que nous sommes dans le même schéma parce que le schéma français était un mauvais schéma pour l'intérêt des Africains. Par contre, je pense que les relations bilatérales que nous avons pu développer avec d'autres pays nous montrent que la France nous a ensommeillés pendant des années. Quand vous voyez aujourd'hui d'autres pays qui nous proposent mieux, qui mettent beaucoup de moyens, qui ne déracinent pas nos valeurs, nos cultures et surtout notre façon de vivre. Vous savez que aujourd'hui, beaucoup d'Africains préfèrent immigrer vers la coopération chino-camerounaise ou alors chino-afrique parce que là-bas, au moins, c'est visible, c'est palpable et je pourrais pas dire que aujourd'hui, ces relations France-Afrique, par le passé, étaient plus dans le sens du diktat, de contrôle de nos ressources, de contrôle de sur le plan géopolitique. Ça ne nous aidait pas, mais je pense qu'aujourd'hui, avec nos différentes relations que nous avons pu bâtir avec certaines nations, à savoir la Chine, qui est un premier partenaire économique pour l'Afrique, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nos partenaires ont compris que l'Afrique n'est plus celle-là qu'on devrait venir donner des leçons, mais plutôt collaborer. Vous avez parlé on va dire pas du deux poids, deux mesures, mais d'une autre configuration. Des puissances comme la France, les USA sont souvent citées dans des entreprises de déstabilisation géopolitique de l'Afrique. Est-ce que ces éléments poussent justement les Africains à freiner leur confiance en ces grandes puissances, Niobi ? Bien évidemment. Les guerres dans nos différents États, les coups d'État, les rébellions, les différentes bandes armées qui sévissent dans le G5 Sahel, par exemple, ces rebelles sont entretenus, bien évidemment, par ces puissances-là qui les alimentent pour leurs intérêts propres et non pour nos intérêts. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Nord Kivu avec le groupe rebelle, le M23, qui est entretenu par le Rwanda. Mais aujourd'hui, vous avez cette puissance qui alimente... Ça sera peut-être le sujet d'une autre émission. On va rester sur les sommets et les puissances, justement, sans parler d'autres aspects sécuritaires en Afrique. Je rebondis sur ce que vous dites et je pose la même question à Gamel Labina. Vous savez, le premier sommet se tient en France à Paris le 13 novembre 1973. Il y a 24 sommets France-Afrique ou Afrique-France, on choisit le terme qu'on voudra, entre le continent africain et la France. Il y a eu plusieurs séries de sommets qui ont eu lieu quelquefois en Afrique. Mais une chose est certaine, et le dernier en date d'ailleurs, le dernier sommet c'était à Montpellier,
il n'y avait même pas de chef d'État africain convoqué, c'est dire à quel point la France n'est plus vraiment influente de ce point de vue. Mais ce qui est certain, c'est qu'en 50 ans, maintenant on est à 50 ans de sommet France-Afrique, on se rend bien compte qu'il ne s'est pas passé grand-chose, que l'Afrique est perçue comme une sorte de grand réservoir comme ça, de grands marchés comme ça pour réceptionner des produits manufacturés en Europe, en particulier en France. Donc pendant 50 ans, il n'y a pas eu de vrai co-développement, de vraies relations de partenariat, mais plutôt une relation plutôt de fournisseur à client. La question sécuritaire s'est posée aussi plusieurs fois, on en parle beaucoup, et d'interventionnisme. Effectivement, vous posiez la question sur une forme de néocolonialisme. Évidemment, d'ailleurs, c'était Boumedienne qui disait ça, on ne doit pas laisser l'Afrique tomber dans un néocolonialisme économique. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, il a tout fait pour faire en sorte que l'Algérie soit une puissance économique, pour pouvoir abreuver des produits algériens en Afrique, pour éviter que la France devienne la nouvelle source d'approvisionnement et donc de maîtrise économique, comme le franc CFA le témoigne aujourd'hui. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la crainte qu'on peut avoir, c'est une posture peut-être néocoloniale d'autres grandes puissances impériales comme les États-Unis qui voudraient se positionner en Afrique. Aujourd'hui, c'est la course au sommet à savoir qui sera le plus sympa, mais la différence notoire entre hier et aujourd'hui, 24 sommets français n'ont rien donné. Il y a 7 sommets, je crois, 7 sommets japonais, 3 sommets turcs, tout le monde y va de son sommet pour dire on sera sympa, on va faire ce qu'il faut, on va transférer des compétences, on va transférer les technologies, on va poser des industries. Et la Chine, d'ailleurs, n'a pas fait semblant, puisqu'aujourd'hui, la Chine est moins chère que l'Occident quand elle fabrique des infrastructures. Et parfois, comme en Algérie, offre, par exemple, l'Opéra d'Alger, parce que, en une sorte de récompense pour dire nous sommes amis, nous ne sommes pas des puissances coloniales, nous avons été colonisés. La différence fondamentale, c'est qu'il y a des anciennes puissances impériales et les puissances qui ont été dominées, qui veulent travailler avec l'Afrique main dans la main et de façon beaucoup plus fraternelle. Je reviens toujours au sommet USA-Afrique et je viens vers vous, Monsieur Niobi. Beaucoup de pays, enfin, certains pays n'ont pas été invités à l'instar du Mali et du Burkina Faso. Ils ont été exclus. La raison invoquée par Washington étant la nature de ces régimes. Or que ces régimes sont reconnus par l'Union africaine ou la CEDEAO, les instances régionales et continentales. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour Washington que ces pays soient reconnus par ces instances, finalement? Voilà d'où commence la critique pour moi. Parce que je pense que ce sommet était un sommet à géométrie variable. On a pris certains, on a laissé d'autres. Il est inadmissible qu'on ne voit pas dans ce sommet l'invitation du Mali, de la Guinée et du Burkina. Or, nous avons vu le Tchad être représenté à ce sommet. La question qu'on va se poser de savoir pourquoi le Tchad était représenté et pas le Mali. Ça, c'est là où le débat commence parce qu'on constate donc maintenant que les visions ou les stratégies de ces puissances qui veulent revoir leur déploiement en Afrique est de manière, cette puissance-là est en train de toxiquer ou alors de diaboliser ces États-là. Ces États qui sont souverains, qui ont bénéficié d'un nouveau ère et qui devraient être à la table des négociations ou alors à la table des conseils. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que le Tchad, le Mali n'y était pas. À côté de ça, quand vous voyez ce sommet montre que, en fait, c'était une façon de démontrer sa puissance ou alors montrer qu'on est le gendarme du monde. Vous voyez que ce sommet, le Joe Biden a annoncé un financement de 55 milliards de dollars pour les pays africains. 55 milliards de dollars pour les pays africains. Et vous constatez que dans ces 55 milliards de dollars sur les pays africains, vous avez pratiquement 27 milliards qui vont dans les armes, sur la sécurité, sur l'armement. Alors là, vous voyez qu'on touche plus de la moitié de ces financements. Or, vous avez à côté tout un compte, et ce projet est sur 3 ans, sur toute l'Afrique. Or, vous voyez que de l'autre côté, l'Ukraine, qui est un pays de plus de 40 millions d'habitants, a bénéficié pratiquement plus de 47 milliards de dollars de financement d'aide en moins de 10 mois. Vous comprenez qu'on ne veut pas que l'Afrique se réveille, on ne veut pas que l'Afrique se développe, on veut entretenir l'Afrique dans ces mêmes déboires et entretenir ces différents groupes rebelles qui mettent à mal les pays qui veulent se développer. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que nous devons avoir une nouvelle classe politique de dirigeants africains comme Assimi Goïta pour pouvoir faire face à ces différentes puissances
qui veulent toujours nous mater et nous assujettir. Vous voyez, comme je le disais dans un média voisin, il faudrait qu'on ait une nouvelle ère des dirigeants africains qui pourront regarder ces gens les yeux dans les yeux et leur dire la vérité, afin que ce soit plus de maître à l'élève, mais de l'élève à maître. Très bien, merci Monsieur Niobi. À la lumière de vos éclairages à tous les deux, j'ai une question qui me vient en tête. Au final, quelle est la différence entre des sommets organisés par la Chine, par exemple, ou des sommets organisés par les USA, la France et d'autres puissances occidentales? Ces opérations séduction peuvent-elles être qualifiées de la même façon? Gamel Abina. Absolument pas, ça vient d'être relevé par M. Niobi. Effectivement, quand on met 55 milliards de dollars sur la table d'un continent de 1 milliard 100 millions d'habitants, c'est l'équivalent des revenus annuels de pétrole de l'Algérie toute seule. Donc c'est déjà très insultant pour l'Afrique, sachant l'aide effectivement apportée à l'Ukraine. Mais surtout, l'Afrique, c'est un PIB qui est vraiment, j'allais dire, c'est triste à dire, ridicule. On a un PIB de 2900 milliards, c'est l'équivalent du PIB français. C'est dire à quel point l'Afrique a été maltraitée pour qu'elle ne se développe pas. Un PIB qui va être porté, il va augmenter à 40% à peu près, il va être à 4 000 milliards de dollars, à peu près le PIB de l'Allemagne. Donc c'est dire que l'Afrique, toute seule sur le continent le plus grand de la Terre, a un PIB très marginal par rapport à ses capacités à créer de la richesse. Donc ces gens qui veulent prétendre aider les Africains, alors les États-Unis, 55 milliards, autant dire que c'est une goutte d'eau, mais ces pays-là n'ont pas les mêmes visées. Quand la Chine fait un sommet Afrique-Chine, l'essentiel de ce que proposent les Chinois, c'est un partenariat stratégique et un développement infrastructurel, ce que n'a jamais proposé les États-Unis. Les États-Unis, pour 50% de ce qu'ils prétendent être une aide, proposent un partenariat stratégique sécuritaire. Donc l'obsession sécuritaire et l'obsession démocratique, ça a été relevé par rapport aux 4 États qui ont été écartés de la balance, et dont aussi l'Éthiopie, l'Érythrée, avec lesquels les États-Unis n'ont pas de relation. Eh bien, ces États n'ont pas été choisis parce que ces États ne sont pas affiliés aux États-Unis. L'Égypte, par exemple, n'est pas une démocratie, on le sait aujourd'hui. Pour autant, c'est un militaire qui est au pouvoir, il a fait la même chose que Assimi Goïta l'a fait, et pour autant, il est reçu à ce sommet. Donc c'est une question d'accointance, c'est une question d'orientation politique, et effectivement, les États-Unis vous créent un partenariat dès lors que vous acceptez d'être soumis à leur volonté, ce qui n'est pas le cas de la Chine. La Chine ne donne pas de leçon de démocratie, elle se contente de proposer un partenariat économique stricto sensu. Merci Gamel. Une dernière question et très brièvement avant qu'on se quitte. Niobi, l'Afrique finalement, elle a un plan pour son avenir ou pas? Si elle a un plan pour son avenir, mais ceci devrait se faire avec des dirigeants d'une autre génération. Parce que les dirigeants de la vieille école, de l'école de la sous-préfecture, ne pourront pas faire face à cette Europe ou à cette puissance qui veulent nous assujettir. Il faudrait qu'on ait une nouvelle classe politique, une nouvelle génération. J'y crois. Si dans les 10, 15, 20 ans à venir, nous aurons des Assimi Goïta dans tous les pays, nous aurons des leaders comme les Kadhafi qui avaient une vision pour l'Afrique, qui avaient une vision pour le continent, qui avaient une vision face à nos partenaires, qui aujourd'hui, ces gens ont vu que ce monsieur était un miroir pour nous, Africains, était un guide pour nous, Africains. Il a fallu qu'on le déstabilise pour impacter sur les différents chefs d'État ou alors sur l'économie africaine, sur la vision que les jeunes panafricanistes que nous sommes avons d'une Afrique qui peut être l'Eldorado de demain. Très bien, merci Niobi. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce cap sur l'Afrique consacré à ce qu'on peut qualifier de nouvelle mode des puissances. Un dernier mot, Gamel Abina, avant de nous quitter. Effectivement, je dirais simplement que l'Afrique peut enfin espérer s'affranchir de cette politique néocoloniale parce qu'elle a le choix des partenaires. Et ça vient d'être dit, et paix à son âme au malheureux Kadhafi qui a été assassiné par un colonialiste qui est Sarkozy. Il n'en demeure pas moins que son message est resté et que l'Afrique aujourd'hui sait qu'elle peut choisir des partenaires sérieux, crédibles et qui ne veulent pas forcément l'assujettir comme c'était le cas pendant 60 ans depuis l'indépendance par la France, l'Angleterre et les États-Unis. Merci Gamel de nous avoir accompagnés. Merci. Merci. Niobi, un dernier mot avant de nous quitter? Un dernier mot, c'est de réveiller les consciences africaines, c'est d'interpeller nos dirigeants à écouter le peuple, à leur peuple, à écouter leur société, à écouter les panafricanistes, à écouter la voix des Africains qui veulent voir le continent debout, uni, mais surtout rivé vers un lendemain meilleur.
Merci Niobi de nous avoir accompagnés. Merci pour toutes les réponses que vous avez apportées aux côtés de Gamel Labina. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce cap sur l'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine.